16 ans déjà qu'a été signé l'acte de décès d'Air Afrique, mettant fin à cette compagnie aérienne panafricaine. Une compagnie qui faisait non seulement la fierté du continent, mais qui était aussi censée être un précieux outil économique de ses États actionnaires. 4200 employés s'étaient retrouvés sur la paille du jour au lendemain. Et jusqu'à ce jour encore, des questions demeurent. Curieusement, les nombreuses tentatives de sa relance s'étaient soldées par des échecs et le ciel africain n'a pas tardé à s'émietter en petite compagnie plutôt fragile face à une certaine concurrence écrasante. 16 ans plus tard, quelle lecture peut-on encore faire de la faillite et de la liquidation de Air Afrique? Quel état des lieux peut-on faire du transport aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre? Qu'en est-il des droits des ex-agents de la compagnie? À part la liquidation, y avait-il une autre solution en ce moment, vu l'état financier, les dettes qui accablaient Air Afrique? Oh, les dettes, ça, c'est un artifice. C'est un artifice, c'est-à-dire la dette avait une origine. Il suffisait de faire un audit de la dette pour savoir de quoi nous parlions. Nous avions une dette avion qui faisait 180 milliards de francs CFA. Nous avons la dette aux pétroliers. La dette du personnel n'est pas une dette, puisque nous étions dans la compagnie, nous pouvions trouver des mécanismes pour l'appurement de cette dette-là. Donc, réellement, il y avait d'autres solutions. Et ces autres solutions, la dette avion a son origine quelque part. C'est-à-dire que nous avions acheté des avions, 4 avions, qui n'étaient pas adaptés à notre exploitation. C'est-à-dire que tout remonte à la gestion qui nous a été servie, imposée. De quelle gestion parlez-vous? Je parle de la gestion du PDG français, Yves Bicard. Bicard est venu parce que les chefs d'État africains, toujours dans leur guerre sous-régionale, n'ont pas trouvé de solution amiable. Donc, le président Houphouët a fait appel à la France pour arbitrer en disant il nous faut un administrateur neutre. Effectivement, la France a envoyé Bicard. Parce qu'à cette époque, nous avions quoi exactement 37 milliards de francs CFA de dette et 8 milliards de déficit. Bon, donc il est venu, on nous a renfloué pour 50 milliards de francs CFA. Et on a pris les commandes de la boîte. Effectivement, au début, c'était une mission de redressement. Et après, avec la grande crise du transport aérien, parce qu'il y avait un boom pétrolier, et le prix, bon, aucune compagnie ne s'en sortait. Avec la guerre du Golfe qui... Exactement. Donc, effectivement, toutes les compagnies ont été restructurées. Vous prenez depuis British Airways, KLM, que ce soit Lufthansa même, à l'Italia, enfin, Air France, ils ont repris. Donc, Air Afrique pouvait faire ça. Mais non. Quand ils sont venus au départ, c'était cette mission de redressement qui est passée en mission de sauvetage en 92. Et quand vous regardez bien, en 92, la France a décidé d'avoir une seule compagnie, c'est-à-dire à fusionner Air France, UTA et Air Inter, qui étaient des compagnies qui avaient chacune au moins 200 avions. Donc Air France, le groupe Air France est devenu une grosse compagnie. Une mastodonte, ouais. Donc c'est comme ça que pour prendre le marché, parce qu'Air Afrique était une compagnie insignifiante, nous avions quoi, 11 avions, mais nous avons un rayonnement d'une grande compagnie. Donc il fallait prendre le marché africain, parce que c'est sur ce marché africain qu'Air France faisait son bénéfice. Donc il a été mis en place une stratégie pour nous obliger à rendre gorge. C'est ce que vous pensez? Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je dis, par exemple, que nous avions, sur les 11 avions dont je parle, nous avions 4 avions gros porteurs qui sont 3 DC-10 et un 747 combi. Donc ce sont des avions qui ont une autonomie suffisante pour faire l'exploitation des lignes comme Afrique-États-Unis, Afrique-France, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Air Afrique est devenu Air France. Air Afrique est devenu Air France par la faute des Africains eux-mêmes, notamment du laxisme, du manque de responsabilité dans la gestion d'un bien commun. Si Air Afrique avait été autrement géré,
les décisions avaient été prises avec un peu plus de considération pour les Africains, les choses ne seraient pas allées jusqu'à la création de Air France, jusqu'à ce que Air France ait un boom stratégique pour refinancer, repositionner la France sur le marché du vol. Donc, d'abord, la procédure de recrutement au niveau de Air Afrique, la nomination à des postes stratégiques était faite de façon politique, ce qui a amené Air Afrique à atteindre un déclin, et le manque de compréhension entre les chefs d'État africains qui a conduit à la nomination d'un non-africain à la tête de la structure a cautionné la destruction. Non seulement le lacisme a caractérisé la destruction de Air Afrique, mais aussi un complot a été mis en place pour détruire Air Afrique. Parce qu'avec la croissance de Air Afrique, les autres vols sur les autres continents, notamment l'Europe et l'Amérique, n'auront pas de croissance. Quand Air Afrique a disparu, Air France a eu de la force. On a eu la naissance de British Airways qui a mis en place un véritable moyen de se déplacer sur la planète. Donc vous comprenez simplement que c'est un complot qui a été mis en place pour détruire l'Afrique. Parce qu'on sait que si on a aujourd'hui la chance de voir les pays africains avoir des avions, avoir une flotte aérienne de plusieurs avions, ils pourront combattre le monde aérien, ce qui n'est pas le cas. Donc on a mis en place un système simplement à travers la Banque mondiale qui a introduit, je ne sais pas, des déficits, des dettes un peu partout, et puis on a liquidé tout le monde. Donc la faute revient aux Africains eux-mêmes dans leur lacisme, dans leur manque de gestion, de responsabilité. Et d'une autre part, elle vient du complot qui a été toujours fait contre l'Afrique. Vous mettez un accent sur une théorie de complot. Ça a été souvent miroité. Mais pourquoi toujours regarder du côté de la France pour citer les malheurs de l'Afrique? Vous savez, il y a de la géostratégie et de la géoéconomique. Et les autres puissances font tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent être à la face du monde, avoir les puissances économiques. Donc, ils font toutes ces choses pour nous détruire, pour que nous ne puissions pas avoir l'opportunité de nous afficher sur le marché international. Imaginez-vous que Air Ivoire, ainsi de suite, se fusionnent aujourd'hui, que les 16 pays de l'UEMOA, les 16 pays que nous avons de la CEMAC et de l'UEMOA se mettent ensemble, ont une compagnie aérienne. Qu'est-ce que Air France deviendra? Qu'est-ce que Bruxelles Airlines deviendra? Donc nous allons constater que du fait qu'on a fragilisé l'Afrique, on a eu la capacité de s'afficher, d'avoir une puissance économique et de toujours venir en aide à l'Afrique. Parce qu'on n'a jamais voulu que l'Afrique soit elle-même indépendante. Donc Air Afrique, qui était un symbole d'intégration, est devenu un symbole de désintégration par la faute des dirigeants africains et par la faute du complot qui a été fait contre lui. Monsieur Atiba, parlons à présent de cette liquidation. Qu'en est-il de la légalité des dispositions qui ont encadré cette liquidation? Le traité était clair, a fixé les conditions d'exploitation du personnel, a fixé les conditions de la disparition d'Air Afrique, que ce soit une liquidation, que ce soit une cessation d'activité et tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on désigne les liquidateurs? C'est-à-dire des représentants, c'est prévu 3 représentants de 3 pays au moins, et puis ils font la liquidation entre eux. On nous a liquidés en invoquant le traité de l'OHADA. L'article 92 du traité de l'OHADA stipule clairement que quand une compagnie, une société a son propre traité, le traité de l'OHADA n'est pas compétent. Air Afrique avait son propre traité, et l'article 5 du traité de Yaoundé stipule qu'aucune disposition présente ni future ne saura se substituer à ce traité-là. Donc nous restons sereins. Mais ce que je voudrais dire, que les traités de l'OHADA soient utilisés pour décider qu'Air Afrique n'est plus compétente pour opérer, parce que ne remplissant plus les conditions exigées, ça c'est un fait.
Maintenant, pour connaître de la liquidation, c'est autre chose. Ce débat est actuellement sur le net et enseigné dans les écoles. Parce que des juristes, il y en a eu plein. Il y a ceux qui sont venus, Luberlu, qui nous disent « Ah non, le traité le plus ancien », ou bien on dit « Non, arrêtez ce charabia-là, vous avez mis tout le monde dans la poudre, dans la nébuleuse. » Selon vous, ce n'est pas le meilleur cadre légal qui a été utilisé? Ce n'est pas un cadre. Nous avons des avocats, nous avons plaidé. C'est-à-dire, l'OADA a été utilisée, instrumentalisée pour nous liquider. Moi, je dis qu'effectivement, il faut regarder tous ces gens-là. Même s'ils sont allés à la retraite, on va ressusciter ça. Alors, et quelle a été l'attitude des actionnaires, non seulement étatiques et non étatiques, et non étatiques, de la société face à la grogne des travailleurs de la compagnie? Bon, d'abord, nos États, donc les actionnaires étatiques, ils ont fait preuve de cupidité. C'est-à-dire, dès qu'ils ont constaté qu'on a prononcé la liquidation, chacun a voulu faire main basse sur les réalisations sur son territoire. Nous avions 3 bases opérationnelles, Abidjan, Dakar et Brazzaville, où nous avions installé des centres de révision. Et nous avons des bases de révision pour les avions. Donc, c'est une industrie. Donc, les États se sont accaparés de ces choses-là tout de suite. Maintenant, dans tous les autres États, chaque État a repris l'exploitation de l'assistance en escale. C'est-à-dire, l'assistance aux avions, c'est une activité qui a été concédée à Air Afrique sous le traité. Donc, tant que le traité n'est pas abrogé, abrogé, on ne peut pas reposséder les droits. C'est comme les droits de trafic. C'est la propriété d'Air Afrique, donc qui fait partie intégrante des actifs d'Air Afrique. Et le tribunal de commerce à Abidjan a décidé d'ailleurs de la poursuite de l'exploitation des activités résiduelles. Donc les droits de trafic et puis l'activité d'assistance étaient des activités d'Air Afrique. On a commencé effectivement à avoir des compensations. C'est-à-dire Air France donnait 20 billets sur chaque vol pour payer Air Afrique. Mais seulement, nous avions dit à Air France, c'est pas ce qui est écrit dans la convention qui nous lie. La convention stipule clairement que Air France et Air Afrique sont partenaires associés. Nous avons la zone d'exploitation, la ZEC, c'est-à-dire les 11 États forment un territoire unique. Donc, sur ce territoire, quand vous exploitez, si Air Afrique n'a pas d'avion, si c'est avec vos avions qu'on a fait l'exploitation, on partage, enfin, vous déduisez les frais d'exploitation, le coût d'exploitation, et puis le bénéfice est divisé en deux, 50%, 50%. Les textes sont clairs. Donc, nous avons actuellement de l'argent dans les poches d'Air France que nous allons prendre. Et qu'en est-il des droits des travailleurs? Les travailleurs, malheureusement, nous sommes en train de mourir. J'ai dit que nous avons perdu 30% de la population. Dans ces conditions. 1200. Oui, nous avons 1200 pratiquement qui sont décédés à ce jour. Bon, alors, nous disons, il y a une possibilité de payer des droits. Ça, c'est pour les travailleurs. Pourquoi on n'a pas payé? C'est autre chose encore. Nos chefs d'État ont manqué de discernement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'Espace Éco sur SICA. Le monde est en guerre économique et l'Afrique apparaît de toute évidence comme l'un des terrains de bataille privilégiés. C'est le moins qu'on puisse dire après la ruée des grandes puissances observées ces dernières semaines sur le continent. D'abord, une offensive britannique conduite par la première ministre Theresa May, suivie d'une réplique quasi immédiate de l'Allemagne d'Angela Merkel. Des valses diplomatiques qui font suite à celui du numéro 1 chinois un mois plus tôt et qui interviennent quelques jours seulement avant un vaste sommet Chine-Afrique. Les États-Unis, pendant ce temps, ne sont pas en retrait. La récente réception du dirigeant kenyan à la Maison-Blanche et la tournée africaine en mars de l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson en sont des illustrations. Mais qu'est-ce qui, soudain, décuple l'attractivité de l'Afrique? Quel impact pourrait avoir
ce combat de positionnement des grandes puissances internationales sur le terrain africain. Le continent noir pourrait-il tirer profit de cette guerre commerciale entre géants économiques? C'est une nouvelle ruée peut-être. Mais la ruée existait depuis, comme il l'a dit. C'est un phénomène historique. En fait, ça s'est intensifié. Nous rappelons-nous que la conférence de 1885 de Berlin, c'est un historien, il connaît. Ils sont venus partager le monde sans nous consulter, comme Tiket Jaffa Koli l'a chanté. Donc, depuis 1900, la colonisation, l'esclavage, etc., c'est l'Afrique a été victime. Et cela n'est pas fait sans intérêt. C'est parce qu'il y a un intérêt certain. Maintenant, quand la machine a commencé à remplacer l'homme, qu'ils ont dit qu'il faut abolir l'esclavage, etc., nous savons tout ça là. Mais depuis 1990, nous avons assisté à une nouvelle donne géopolitique et stratégique à travers le monde. Le Bénin a été victime de cela. Le Bénin est allé à la conférence des forces de la nation parce qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui se sont imposés à l'Afrique. On n'a pas vu l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique qui s'est affaiblie avec l'émergence d'autres pôles, comme il l'a dit, tels que l'Inde, la Chine, etc., etc. Et subitement, l'Europe a dit qu'il faut qu'on se multiplie. Ils sont allés jusqu'à l'Europe des 27, sinon ils vont pas exister. Donc, la stratégie politique aujourd'hui, l'Afrique, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans du moins, l'Afrique peut faire des choix économiques. Il peut aller vers d'autres puissances. Et la Chine est en train de s'imposer. C'est pourquoi il a parlé des BRICS. C'est une autre puissance qui va contrecarrer la Banque mondiale et l'FMI. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces nouvelles donnes? Voilà un peu. Mais ce n'est pas un nouveau engouement. Je vous dirais que c'est de nouvelles partenariats qui ne cadrent pas avec ce qui est fait dans l'histoire. Parce que les peuples sont en évolution, les consciences se libèrent et le monde est devenu un village planétaire. Voilà. Alors, des économies de plus en plus performantes, un marché d'1,2 milliard d'âmes qui sera estimé à 2,5 milliards à l'horizon 2050. Peut-on parler d'une néocolonisation? Non, vous savez, nous sommes le néocolonialisme est un système quand même qui a perduré, qui est vieil, qui est en train d'être en déclin. Parce que, je ne dis pas, jusqu'à présent, nous sommes dans le processus de libération de l'Afrique. N'oubliez pas, le colonel Kadhafi a été tué par l'OTAN parce que tout simplement, il a voulu créer une monnaie unique africaine, là où il va dépenser les 90% du fonds de garantie. C'était un processus. Ils l'ont éliminé parce que le dollar est attaqué en voulant créer la monnaie unique africaine. Donc, nous sommes dans le jeu des intérêts. Tout ce qui se passe, c'est un processus de libération que l'Afrique a entamé. Et les Occidentaux, ils font la prévision dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ils savent que le peuple africain est en train de se réveiller. Et nous-mêmes, par nos systèmes de démocratisation, qui ne sont pas uniformes, parce que quand on parle de démocratie en Afrique, moi je parle de démocratie, c'est selon les contextes socio-culturels de chaque pays. Mais nous sommes en processus. Dans ce processus-là, le peuple est en train d'atteindre ce qu'on appelle la maturation. Donc, il n'y aura plus place au système néocolonialiste, à l'impérialisme. Parce que les cadres et les compétences, les jeunes intellectuels qui sortent, diplômés dans la rue, qui ne trouvent pas d'emploi, se posent la question, mais pourquoi? Et pourtant, le continent africain est très riche. Prenez le cas du Gabon, à l'indépendance. Ça fait moins de 300 000 habitants, avec toute sa recherche. Le Gabon est plus grand, est 2 fois plus grand que le Bénin, avec toutes ses richesses. Aujourd'hui, le Gabon fait moins de 2 500 000 habitants. Pourquoi le Gabon est pauvre? La RDC, scandale géographique. Mais c'est des multinationales, c'est les Américains et autres qui sont là, qui sont en train d'exploiter. Depuis que le roi Léopold II a envoyé les missionnaires en RDC, jusqu'aujourd'hui, les richesses, parce que le problème de la RDC n'est même pas la démocratie, les richesses de la RDC sont dans la main des multinationales. Mais le pauvre est en éveil, c'est ce qui va cesser. Maintenant, quand cela cessera, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les stratégies maintenant que les puissances sont en train de mettre en œuvre pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Mais
cela ne s'est pas fait sans cause. Parce qu'en fait, le professeur l'a bien dit, il y a les BRICS, il y a la Chine, il y a les pays émergents qui viennent avec de nouvelles offres. Et ces offres-là sont beaucoup plus profitables à l'Afrique. Forcément que l'Afrique va encore y laisser de ses plumes, parce que là, la Chine et les États-Unis sont en querelle de leadership économique. Première puissance économique est restée longtemps depuis le 19e siècle. La Chine est en train de talonner les États-Unis et la croissance économique de la Chine aujourd'hui effraie suffisamment les États-Unis. Donc la position de première puissance économique d'ici 2025-2030, si la croissance économique de la Chine est maintenue, c'est que la Chine risque de ravir la vedette aux États-Unis. Et donc, dans cette perspective-là, les États-Unis se doivent de resserrer les rangs et de maintenir leur prix carré africain pour pouvoir résister à cette concurrence chinoise. Et donc, l'économie ou les économies africaines doivent forcément se retrouver encore fragilisées, puisque quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez le Ghana, quand vous prenez le Nigeria à côté, et dont l'économie ou les économies connaissent une certaine croissance depuis une dizaine d'années, depuis 2009-2010, et la croissance économique qui est due à l'industrialisation de ces pays-là. Et donc, si la Chine, la concurrence continue entre la Chine et les États-Unis, la Chine va continuer de déverser en quantité plus industrielle les produits manufacturés sur l'espace africain. Et donc, les industries africaines, surtout de ces puissances-là, ces pays-là qui sont en train de retrouver une petite santé économique, ces industries seront étouffées et donc l'Afrique va en partie. Je crois que, bon, vous savez, allez-y. Je crois que ce problème a été débattu au récent sommet. La Chine ne vient pas pour déverser les produits. La Chine vient délocaliser. Il faut délocaliser les industries sur le continent. Voilà, former les compétences à l'industrialisation. C'est extrêmement important. C'est ce que nous n'avons pas eu depuis longtemps. Ce que nous n'avons jamais eu avec les autres puissances. La Chine ne peut pas, parce que personne ne va accepter cela, que la Chine ne fait que déverser les produits manufacturés. C'est ce qui se passe actuellement. Non, je dis, dans le processus, la Chine est en train d'abord de créer des infrastructures. Parce que quand on ne peut pas créer une usine sans avoir de l'énergie suffisante. On n'a pas d'énergie pour transformer. En Afrique, il faut qu'on ait suffisamment l'énergie à bon marché. Vous savez, toutes les autres puissances, ils ont l'énergie nucléaire qui fait 0,01 kWh francs par kilowattheure. La Chine vient acheter nos matières premières. Ils vont transformer, ils vendent 10 000 fois moins cher que si nous transformons ça ici. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de l'énergie. Il faut que nous ayons la maîtrise de l'énergie. Il faut que nous ayons des infrastructures de qualité de génération performante pour qu'on aille en même temps vers l'industrialisation. Sinon, on ne peut pas brûler les arbres. La Chine avait mis 60 milliards de dollars à la disposition de l'Afrique. Il a remis encore 60 milliards de dollars. Mais cela, c'est dans des secteurs de développement qu'il faut booster pour que cette coopération soit une coopération. Parce que la Chine ne peut pas délocaliser les industries alors que les infrastructures qui permettent à l'industrie d'être performante ne sont pas déjà en Afrique. Donc il faut créer les infrastructures nécessaires à cela. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis c'est dans le processus. Maintenant, cette guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est entre eux. Moi, j'amène de l'acier, mon acier est plus cher. Nous avons le fer ici, en Afrique. Mais est-ce que ce dont ils ont besoin, c'est les besoins que nous avons? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une autonomie de gestion. C'est-à-dire que c'est créer une union suffisamment entre les pays africains, créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une harmonisation politique au sein de l'Afrique, et de permettre, n'est-ce pas, réduire cette balkanisation. Parce que nous avons suffisamment de marchés, oui, mais si chaque pays va individuellement, nous allons nous faire assassiner, comme Thomas Sankara l'a dit. Alors moi, je dis que dans ce jeu des puissances, nous, on a le choix. On a le choix de collaborer selon nos intérêts. C'est pourquoi je salue un peu l'Union africaine qui, dans ses textes, nous allons négocier avec les puissances globalement. On ne négocie pas individuellement.
Donc, nous sommes dans le processus de libération de l'Afrique. Aujourd'hui, notre priorité, c'est ça. Professeur ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Cissé, en ce sens que la délocalisation dont on parle, il ne faut pas qu'on se leurre, mais les usines qui sont délocalisées souvent sont les usines de la vieille génération. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, en termes de main-d'œuvre, l'Afrique continue d'être un réservoir de main-d'œuvre bon marché, et qui est exploité par ces industries-là. Et la Chine constate aujourd'hui que délocaliser les usines en direction de l'Afrique lui est plus coûteuse que d'envoyer les matières et les produits manufacturés. Et les produits manufacturés qui viennent, qui sont déversés, qu'on le veuille ou pas, les produits manufacturés sont déversés et à un rythme effréné et incontrôlé. Et il revient aux pays africains de pouvoir limiter un peu ce dégât en rehaussant un peu les tarifs douaniers pour préserver les marchés intérieurs. Je dis que le partenariat économique entre l'Afrique et la Chine serait forcément un partenariat meilleur que celui que l'Afrique avait entretenu avec les puissances occidentales. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Afrique reste dépendante de ces économies émergentes et il lui sera difficile de collaborer dans cette coopération économique qui est dit gagnant-gagnant, mais il y a un gros gagnant et un petit gagnant. Je voudrais une clarification. Il y a un point que le professeur ne m'a pas bien saisi. Parce que lui-même, il vient de dire qu'il a pris l'exemple sur le coton béninois. Pourquoi nous amenons le coton brut et nous vendons ailleurs? Parce qu'en transformant le coton localement, l'énergie coûte très cher chez nous. On perd, on ne peut pas être compétitif. Donc on est obligé de vendre ça brut. C'est pourquoi je lui dis dans le financement de la Chine, c'est pour nous permettre d'avoir de l'énergie à bon marché. Ça fait partie des financements qu'il nous offre. Parce que le préalable de délocaliser les industries chez nous, c'est d'avoir l'environnement qui permet à ces industries-là d'être compétitives. C'est ça que je suis en train de lui faire comprendre. Mais pour le moment, nous sommes d'accord que la Chine nous apporte une fonds des infrastructures routières, etc. Mais ils viennent en termes de coopération, les commerçants viennent. Ça, on ne manque pas. Le marché est inondé de produits chinois. Je ne refuse pas. Et nous-mêmes, nous allons acheter là-bas et nous amenons. Je ne refuse pas. Mais dans le processus du développement, de la libération économique de l'Afrique, les financements que la Chine nous octroie, mais les experts africains ont travaillé là-dessus. Même le NEPAD a sa part dedans. Pour dire il faut ça pour que nous puissions avoir de l'énergie à bon marché, que nous puissions délocaliser les industries, pour que l'Afrique soit dans la coopération, dans la dynamique de la coopération réelle. C'est ça que je suis en train de dire. C'est dans la projection, ça. C'est un processus déjà. C'est engagé. C'est ce que je suis en train de vouloir expliquer. C'est ce qui nous plombe. C'est pourquoi nos matières premières, nous ne pouvons pas les transformer sur place. Mais l'Afrique, l'Europe, en tout cas, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, aucun de ces partenaires-là n'a intérêt à ce que l'Afrique transforme sur place. Voilà, mais maintenant, la Chine est dans cette dynamique. C'est ça la différence. Bonjour à tous. 58 ans après son indépendance, le moins qu'on puisse dire est que le chantier demeure tout entier au Bénin sur le plan du développement économique. Malgré une légendaire stabilité politique renforcée en 1990 par l'avènement d'un système démocratique, le renouveau économique tant espéré se fait toujours désirer. En attendant, le taux de pauvreté est estimé à plus de 40% en dépit d'un taux de croissance modéré depuis 2 décennies, entre 4 et 5% par an. Dans le même temps, le sous-emploi grimpe à 72% de la population active et la balance commerciale demeure déficitaire à 190 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui, d'aucuns continuent d'accuser l'ancienne métropole d'être à la source de ces difficultés, d'autres par contre veulent bien voir à travers ces contre-performances les résultats des mauvais choix économiques opérés depuis 1960.
Mais quels sont les modèles de développement adoptés durant cette période? Pourquoi ont-ils échoué? Et quels sont les meilleurs choix qui s'offrent pour l'avenir? Le Bénin est un pays qui n'évolue pas en vase clos. Il subit des influences extérieures. Et donc, on ne pourrait pas comprendre l'évolution économique du Bénin, même depuis 1960 jusqu'à nos jours. On ne pourrait pas comprendre cette évolution si on ne relie pas le pays au reste du monde. Et donc, 1972-1989, c'est vrai, on a assisté au fonctionnement d'un État-providence, un État entrepreneur et un État qui a pris en charge tout le système économique. Mais il faut dire que à l'international, les chocs venant de l'extérieur ont une grande influence sur la croissance économique nationale. Et vous allez constater que de 1972 à 1982, le pays, en plus des facteurs qui ont favorisé la croissance économique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est resté inégalé jusqu'à aujourd'hui, des facteurs dont M. Tometti a parlé, il y a aussi l'environnement, le contexte économique international. 1973 déjà, il y a eu ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1973, les pays producteurs du pétrole, les pays européens, que nous appelons les pays du Nord, sont des pays industrialisés. Leurs industries fonctionnent à base d'une matière première, d'un combustible qu'on appelle le pétrole, et qui est produit ailleurs. Donc, les pays producteurs du pétrole ont voulu, à partir de 1973, réajuster leurs recettes pétrolières à leurs dépenses en produits manufacturés. Et donc, en 1973, il y a eu le quadruplement du prix du baril du pétrole. Donc, le prix du baril de pétrole a été multiplié par 4. On est passé d'environ 15 $ à 60 $. Et donc, dans cet environnement, il y a eu des perdants et des gagnants. Les perdants, c'est les pays occidentaux industrialisés. Parce qu'il faut investir plus désormais pour avoir la même quantité de pétrole. Et les bénéficiaires, c'est les pays producteurs, dont le Nigeria qui est voisin du Bénin. Et donc, au cours de cette période, 1973 à 1979, ces pays producteurs ont rentabilisé leur production pétrolière. En 1979, il y a eu un deuxième réajustement du prix du baril à la hausse. Le prix qui a été multiplié par 4 en 1973 a été multiplié encore par 2 en 1979. Deuxième choc pétrolier. Et donc, ça a créé un véritable problème, une véritable crise économique pour les pays occidentaux développés. Et donc, ça a créé une situation de prospérité économique pour les pays producteurs. Et au cours de cette période, les différentes matières premières exportées avaient connu une flambée de prix. Donc, le phosphate produit par le Togo a été bien vendu à l'international. L'uranium du Niger a été aussi bien vendu. Et donc, le Bénin s'est retrouvé dans un environnement régional prospère. Et donc, les Nigériens qui ont abandonné l'agriculture, les Togolais qui ont abandonné l'agriculture, les Nigériens qui ont abandonné l'agriculture au profit du pétrole au Nigeria, du phosphate au Togo et de l'uranium au Niger, le cacao et le café en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont produit abondamment ces matières premières et il fallait quand même que les gens mangent. Et donc, le Bénin produisait, la production vivrière béninoise avait été écoulée vers ces différentes régions au cours de cette période. Donc, en plus des performances, on a créé sans fin et sociétés industrielles et entreprises entre 1972 et 1982. Il y a des cadres compétents ou pas compétents qui ont été mis en œuvre. Il y a
et tout le patriotisme qui s'en est et qui a entouré la chose, mais il y a eu aussi l'environnement régional et international qui a favorisé cette croissance économique. 1982, déjà, les pays européens industrialisés qui étaient dans cette crise pétrolière ont trouvé de nouvelles solutions pour juguler la crise. Donc il fallait remplacer, ils ont trouvé de nouvelles matières premières pour remplacer le pétrole. Du gaz. Et donc du gaz, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique pour remplacer le pétrole. Et donc la conséquence, c'est que le prix du pétrole a commencé par chuter à partir de 1982 et donc on a assisté à un contre-choc pétrolier dont les conséquences ont embrasé les pays africains, et donc dont le Bénin, le Togo, le Nigeria et autres à partir des années 82-83. Donc la crise qui était une crise européenne entre 1973 et 1982, cette crise est devenue africaine et mondiale à partir de 1983. Et donc les conséquences de cette crise-là ont été suffisamment ressenties chez nous au Bénin ici, parce que le Nigeria a perdu la manne pétrolière, et la Côte d'Ivoire n'a plus trouvé de... Ce que vous voulez dire, c'est que cette crise mondiale a décimé quelque part un impact négatif sur l'économie nationale. Et ajouté à ça, la corruption, et le professeur Tometti a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas... la corruption n'était pas à grande échelle, mais il y en avait quand même. Des militaires, des dirigeants d'entreprises étaient corrompus. Des gens ont vendu et ils ont pillé les caisses de l'État, qu'on le veuille ou pas. Et donc, tous ces facteurs mis ensemble ont conduit à la crise de 1900 qui a commencé par se faire sentir en 1986. Le Bénin ne pouvait plus recruter dans la fonction publique. Il y a eu gel de recrutement dans la fonction publique à partir de 1986. 87-88, le gouvernement était dans l'incapacité de payer les salaires aux fonctionnaires. Et puis la crise s'est généralisée en 89. Et puis le président Mathieu Kérékou a été obligé de tendre la main aux institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale. Voilà. Professeur Tometti, je vous ai vu hocher la tête. Vous avez certainement quelque chose à ajouter? Disons, j'acquiesçais tout ce qu'il disait, parce qu'il a fait un bon exercice d'histoire économique du Bénin. Mais en fait, est-ce que le Bénin a une capacité de résistance aux chocs économiques externes? Non. On n'a rien construit pour renforcer notre capacité de résistance interne et de résistance par rapport aux vulnérabilités des pays voisins. Je prends le cas du Nigeria. Le Nigeria est en train de construire une agriculture à un niveau d'intensification tel qu'il n'a plus besoin des produits vivriers venant du Bénin. Et d'ici à 5 ans, nous serons encore surpris par ça. Vous regardez le Mali. Le Mali a un potentiel hydro-agricole énorme. Le Mali seul peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, les gens ne le savent pas. Ils ne regardent le Mali qu'à travers le désert. Mais c'est faux. En dehors de ça, c'est que nous avons un pays voisin qui s'appelle le Niger, qui tous les 2 ans est confronté à des problèmes d'insécurité alimentaire du fait de la rareté des pluies. Le Bénin est incapable de nourrir le Niger. Normalement, notre objectif économique devrait être de dire on va nourrir les Béninois, on va nourrir abondamment les Nigériens. Mais qu'est-ce que les Nigériens aiment manger? C'est de la géoéconomie, ça, de proximité. Qu'est-ce que les Nigériens ont besoin comme produit qu'on peut leur préparer à partir des terres, des écosystèmes du Bénin? Aucune réflexion par rapport à ça. En dehors de ça, vous voyez, quand nous on préparait nos mémoires d'ingénieurs il y a une 30aine d'années maintenant, moi j'ai travaillé sur la technologie céréalière quand j'étais étudiant au Sénégal. Sur le maïs seul, aux États-Unis, au début des années 80, il y avait plus de 1000 produits dérivés du maïs. Sur la même période, j'ai fait une enquête au Bénin, à peine on dénombrait une 20aine. Imaginez-vous si on arrivait à investir dans la technologie pour dire on va domestiquer un certain nombre de chaînes de valeur sur le maïs, l'ananas, le haricot,
notre Adoé, là, hein, Adoé, tout ça, on peut en fabriquer de façon manufacturée. Le maï-maï, c'est des choses qu'on peut... Mais vous n'avez pas ça. Donc, nous avons un retard technologique qui est dû au fait qu'on a raté un rendez-vous avec l'histoire. C'était à l'AFIA 2025, qui avait été conçu en 2000, dont l'objectif était de projeter le Bénin de demain, le Béninois de demain. Mais une fois conceptualisé, tout ça, ça a été dans les tiroirs. Ce que vous voulez dire, professeur, c'est que le Bénin ne sait pas souvent profiter de son environnement immédiat. Absolument, le Bénin ne sait pas profiter de son environnement immédiat et c'est ça la solution pour le décollage économique. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est resté, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la logique coloniale. Exporter les dérivés d'une seule culture, d'une seule culture. Le coton essentiellement. Et donc, le palmier étant mort déjà. La diversification agricole pose problème. Et donc, pour aller aux solutions, il faut forcément revoir le chemin inverse et penser à valoriser la production vivrière et puis à réorienter les circuits commerciaux. L'axe nord-sud, il faut pouvoir rompre avec et penser à développer des circuits sur des axes sud-sud, voir les besoins des pays et de la sous-région en termes de produits agricoles et voir un peu ce qu'il faut du point de vue conditions climatiques, pédologiques et autres, ce que le Bénin peut offrir aux pays de la sous-région et inversement. 58 ans après, le pays continue d'être non seulement un grenier de matières premières agricoles, mais aussi un marché d'écoulement des produits finis pour son ancienne métropole. 58 ans plus tard, le pays reste dépendant de l'aide publique au développement. 58 ans plus tard, 90% de la population active béninoise travaille dans l'informel. 58 ans plus tard, le taux de pauvreté est estimé à plus de 40%. 58 ans plus tard, professeur, le pays reste dépendant de son géant voisin, le Nigeria, sans pour autant en tirer les meilleurs avantages pour l'ensemble de sa population. Finalement, quel modèle de développement économique il nous faut enfin pour sortir de l'engrenage? Avant tout, il faut d'abord une boussole. Une boussole, la vision du développement. Et la vision ne se décrète pas. La vision ne se proclame pas. Il faut des documents. Il faut élaborer un projet de société perspective à long terme qui soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, audacieux et réaliste. Et donc, il faut rompre avec la structure économique. Ça, c'est important. Important en ce sens que cette structure économique-là, adoptée dans son modèle, son fonctionnement et ses finalités. Depuis 1960, cette structure, elle est productrice de la pauvreté. Donc la pauvreté n'est pas une fatalité. En quoi elle produit la pauvreté? Elle produit la pauvreté tout simplement parce que la richesse nationale est transvasée, est évacuée vers un système économique monde dont le pôle centralisateur est ailleurs. Et donc, tant que ce système n'est pas revu, tant que ce système n'est pas changé au profit d'un système qui puisse permettre au pays de s'industrialiser et de pouvoir valoriser ses propres ressources, et l'industrialisation, la valorisation des ressources et autres passe par l'éducation, passe par l'identification de ces ressources-là, passe par leur valorisation et leur valorisation régionale. Il faut pouvoir susciter dans chacune de nos localités une expertise pour identifier ces différentes ressources. Et puis, on ne va pas passer au développement par le haut. Il faut commencer par le bas, identifier les valeurs à la base, et puis, comme l'a dit M. Thomas tout à l'heure, endogénéiser le développement. Monsieur Thomas, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot avant de clôturer. Mais je suis peiné de dire
que 58 ans d'indépendance, à peine sur les 11 millions que nous sommes, vous allez compter 100 Béninois indépendants. Deuxième vérité, c'est que 58 ans d'indépendance, le bilan, c'est que la politique est devenue le premier corps de métier et la première source d'enrichissement facile, illicite. Donc, il faut mettre chacun à sa place désormais. Vous voulez faire des affaires, vous restez dans le domaine des affaires. Vous voulez faire la politique, vous restez politicien. Vous voulez être agent de l'État, restez agent de l'État. Donc, que chacun reste à sa place. Et une fois de plus, j'insiste, faisons parler les territoires. L'avenir du Bénin se trouve dans la décentralisation et dans la domestication des chaînes de valeur par le développement de l'artisanat et l'industrialisation. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Ravi d'avoir été une fois encore à votre compagnie. Vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.